Donc là, je vais vous parler toujours dans ce locus, donc Beckwith, Wiedemann, etc., de développement récent sur un acteur qui était connu depuis très longtemps et qui était resté mystérieux. On se demandait, mais est-ce qu'il sert à quelque chose? Est-ce qu'il est aussi important que ça, malgré toutes les publications, hein? Et c'est ce fameux RNA H19. Alors, ce fameux RNA H19 a été décrit, en fait, d'abord comme un gène soumis, je crois, dans la région, mais dès 1990, Shirley Tillman, qui est une biologiste du développement de la souris très, très connue, décrit ce gène, et elle décrit ce gène comme étant un gène qui peut-être ne fonctionne pas comme un messager normal, mais qui ne fonctionne que comme RNA, parce qu'elle a essayé de trouver par séquençage des séquences ouvertes de lecture qui pourraient dire pour quelle protéine il code, et c'était vraiment pas très convaincant. Et donc, dans ce papier de 1990, elle dit, papier très cité, puisque H19, c'est quelque chose où beaucoup de gens se sont intéressés, we suggest that the H19 RNA is not a classical mRNA. Instead, the product of this gene may be an RNA molecule. Donc et ça, maintenant, tout le monde en parle, des non-coding RNA, mais en 1990, c'était très étonnant. Hein, un gène, visiblement, c'était un gène, il y avait un promoteur, il était transcrit, mais il n'avait pas l'air de coder pour une protéine, et donc n'existait qu'en fonction, qu'en tant que permettant la synthèse d'un ARN. Et il faut dire que ça, en 90, c'est avant même qu'on ait découvert cet ARN non codant qui s'appelle XIST, qui est l'ARN qui a un rôle majeur dans le phénomène aussi d'empreinte génomique, qui est celui de l'inactivation du X. XIST, je crois que c'est 92-93. Donc H19, c'était avant, c'était probablement le premier gène. Voilà. Et puis, en 91, elle montre que dans la souris, H19 est soumis à l'empreinte parentale chez la souris. Après, on va s'apercevoir que c'est la même chose, qu'il y a effectivement un RNA H19, un gène et un RNA H19 chez l'homme qui est également soumis à l'empreinte. Donc là aussi, papier très cité. Et puis un autre papier très cité montrant en 93 qu'en plus, ce H19, en étudiant des tumeurs, pourrait avoir une activité de tumeurs suppresseurs, puisque, comme ça qu'on détecte les tumeurs suppresseurs, on a dans les tumeurs des délétions fréquentes de ce locus. Donc, suggérant que ça pourrait être un suppresseur de tumeurs. Et donc, depuis 1990, il y a plus de 470 articles qui ont été publiés sur H19, si on regarde les choses. Alors, la question, c'est à quoi il sert. Et comme les généticiens le disent toujours, ou les biologistes en général, rien n'a de sens en biologie en dehors de l'évolution. Et donc, je vais faire rentrer ici ces deux charmants marsupiaux, un opossum et un wallaby, qui est une espèce de petit kangourou qui a la taille d'un lapin. Tout ça, c'est grâce à Wikipédia que j'ai ces jolies photos. Et il se trouve que cet opossum est le premier à avoir eu son génome séquencé, et ce wallaby-là a eu son génome séquencé en 2011. Donc, comme vous savez, dans l'évolution des mammifères, vous avez effectivement cette classe spéciale de ceux qui portent le fœtus non pas dans leur abdomen, mais dans la poche. Donc,
c'est du point de vue, c'est plus ancien que les autres mammifères. Et donc cet article de Nature Genetics en 2008 se demande, est-ce que finalement, on savait que H19 était exprimé chez les mammifères, mais est-ce que dans l'évolution c'est encore plus ancien? Et est-ce que chez les marsupiaux, on a conservation de H19? Alors, on se dit, bah, c'est facile puisque la séquence est là. Mais en fait, le problème, c'est que souvent, les gènes qui sont exprimés que comme ARN sont assez peu conservés. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Ils disent ici que pour trouver dans les séquences les gènes qui codent pour des protéines, pas de problème dans cette région. Mais pour détecter des homologues de H19, il a fallu recourir à des artifices de bioinformatique un peu plus qui permettent de détecter des homologies de séquences plus distantes. Et finalement, ils arrivent à trouver qu'effectivement, dans le wallaby et dans l'opossum, il y a exactement l'équivalent de H19, peu conservé du point de vue séquence, mais avec le même nombre d'exons, la même structure, donc exon-intron, avec, on peut identifier les promoteurs. Et puis surtout, un ou 2 ans avant, il y avait quelqu'un qui avait remarqué que dans la séquence de H19 de souris ou d'homme, il y avait une séquence qui correspondait à un micro-ARN. Un micro-ARN, c'est des tout petits ARN qui ont des rôles régulateurs qui peuvent être très importants. Ça, c'est les découvertes qui ont donné des prix Nobel récents, la découverte des micro-ARN. C'est des régulateurs de l'expression génétique dont, à l'heure actuelle, on découvre toutes les implications. Et donc, il avait été décrit qu'effectivement, H19, dans la souris ou l'homme, pourrait être des précurseurs de ce micro-ARN précis, micro-ARN numéro 675. Et ce qu'on trouve, c'est qu'en fait, quasiment la seule chose vraiment conservée du point de vue séquence dans le wallaby et l'opossum, c'est exactement cette séquence des micro-ARN 675. S'il y a une autre chose qui est conservée, c'est qu'en amont de H19, on trouve 3 sites CTCF. Je vous avais dit, chez la souris, chez l'homme, il y en a 5 à 7, qui sont les sites qui sont impliqués dans l'insulation et donc dans le contrôle de l'empreinte génomique dans cette région, entre IGF2 et H19. Et donc, ces sites CTCF, il y en a exactement 3 juste en amont du promoteur de H19 de wallaby ou de opossum, je ne sais pas lequel c'est, mais enfin voilà. Donc, il y a quand même une conservation fonctionnelle, et elle est tout à fait, surtout, évidente quand on regarde. En fait, ces micro-ARN, c'est des toutes petites séquences, c'est pour ça que les trouver dans une très grande séquence, ce n'est pas toujours évident, il faut vraiment savoir ce qu'on cherche. Ces 2 micro-ARN forment au niveau de cet ARN ce qu'on appelle une tige-boucle. Et vous voyez, homme, souris, wallaby, opossum, c'est complètement conservé. Donc, ça veut dire que s'il y a quelque chose d'important dans H19, c'est peut-être le fait qu'il soit précurseur de ce micro-ARN. Et là, il y a toute une théorie, mais là, je vois qu'on ne voit pas, mais sur l'évolution de l'empreinte génomique, où on peut supposer que vraiment H19 a été, l'apparition d'H19 et de l'empreinte génomique d'H19, ça a été un des événements les plus anciens dans le développement de ce mécanisme d'empreinte génomique parentale très complexe au niveau de cette région 11P15. Bon, donc, OK, en 2008, on montre, il existe, les mammifères, donc chez
chez les marsupiaux, il existe un H19 et que cet H19 peut être un précurseur, pour ça il faut le découper évidemment, d'un microRNA. Mais ça ne nous dit toujours pas à quoi sert ce microRNA et est-ce que c'est vraiment un précurseur. Donc, un papier plus récent, mais toujours du même groupe, de Wolf-Reich, qui est un des grands personnages dans le domaine de l'empreinte parentale, qui est à, je ne sais plus, à Cambridge ou Oxford, je ne me rappelle plus. Donc ce papier dans Nature Cell Biology, qui documente que effectivement, cet ARN non codant H19 est un réservoir pour l'expression de ce microRNA et que ce microRNA est un suppresseur de croissance, et notamment de la croissance du placenta. Et donc, on revient sur la théorie du conflit, etc. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait? Donc ça, c'est le résumé, mais je vais aller quand même à quelques expériences. Et donc, première des choses, ils prennent plusieurs tissus fœtaux et ils mesurent l'expression de H19 et ils mesurent l'expression de ce microRNA. Dans le cœur fœtal, pas grand-chose, il y a peu de H19 et pas du tout de microRNA. OK. Dans le cerveau fœtal, c'est encore pire, on ne voit rien du tout, ni H19, ni microRNA. Dans le foie fœtal, toujours, H19 est l'un des principaux, c'est soit le plus abondant ou le deuxième plus abondant ARN dans le foie fœtal. Vous voyez, à peu près jusqu'à 1000 picogrammes de H19 à différents moments, donc on est dans la souris évidemment, de l'embryogenèse, mais quasiment pas de microRNA. Et maintenant, ils regardent le placenta. Dans le placenta, H19, il y en a pas mal, pas autant que dans le foie. Et vous voyez, il reste assez stable. Et tout d'un coup, là, les deux microRNA, il y a le 785P et le 785C, etc. Enfin, on voit que tout d'un coup, vers la fin du développement, alors que c'est le moment où le placenta s'arrête de croître, on a tout d'un coup une expression des microRN très importante. Donc, ils font l'hypothèse qu'effectivement, H19 est un précurseur de ces microRNA, mais que pendant toute une période de l'embryogenèse, ou par exemple dans le foie fœtal où il y en a plein, il y a quelque chose qui empêche l'excision des microRNA à partir d'H19. Donc, ils se disent, s'il y a quelque chose qui empêche, c'est peut-être une protéine qui se lie à H19 et qui empêche l'excision de ces ARN. Donc, ils font ce qu'on appelle une expérience de protéomique. Ils prennent l'ARN H19, ils le laissent interagir avec des extraits protéiques venant de cellules trophoblastiques, donc ce qui est le plus proche, effectivement, enfin, du placenta. Et ensuite, ils analysent les protéines qui se sont associées à H19 par donc, analyse protéomique, avec spectrométrie de masse, et en regardant ceux qui se lient à la région, effectivement, de cette tige boucle, ici, celles qui se lient à d'autres régions de H19, ou celles qui se lient à cet autre RNA KCNQ1OT dont j'ai parlé un peu, parce que vous pouvez avoir des choses qui se lient à H19 de manière non spécifique, etc. Donc eux, ils cherchaient des choses spécifiques. Et ils trouvent 49 protéines, ça fait déjà pas mal, qui se lient spécifiquement à la tige boucle. Donc ils se disent, c'est plutôt dans ces 49 qu'il faut chercher. Et
49, ça fait encore beaucoup. Alors, ils regardent le patron d'expression de ces 49 protéines. Et ils s'aperçoivent qu'il y en a une qui s'appelle HUR, voilà, HUR, qui est une RNA binding protein, une protéine liant l'ARN, qui était déjà connue, dont l'expression baisse au cours du développement embryonnaire. Or, leur idée, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque la production des microRNA par H19, mais vers la fin de l'embryogenèse, quand ce blocage ne se passe plus, et ça permet l'expression des RNA. Donc, avoir une protéine qui diminue d'expression, ça semble la bonne. Effectivement, ce qu'ils font là maintenant, ils font des études d'interaction par ce qu'on appelle immunoprécipitation au début, au jour 11,5 de l'embryogenèse ou au jour 19,5. À 11,5 jours, ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de cette protéine HUR qui est liée avec le RNA H19, alors qu'à 19,5 jours, c'est-à-dire si je reviens en arrière, 19,5 jours, c'est là où on commence à exprimer beaucoup de ces micro-RN, eh bien, HUR n'est plus présent sur H19. Donc, ils font l'hypothèse, effectivement, que c'est cette protéine HUR qui est un inhibiteur de la production de ces micro-RNA. Et ils vont montrer ça avec ce qu'on fait souvent maintenant en biologie, c'est inhiber la production d'HUR par un ARN interférent, un siARN, et regarder quelle est la production des microRNA. Et vous voyez, à chaque fois qu'on inhibe par un siRNA l'expression d'HUR, on augmente l'expression de ces microRNA. Par contre, si on prend une séquence au hasard, ce qu'on appelle une séquence scrambled, il n'y a pas d'effet. Et donc, si vous voulez, pour terminer leur papier, alors ce qui montre aussi, c'est qu'en fait, quand dans une souris qui est délétée pour H19, eh bien, le placenta est plus grand, et plus... oui, ça c'est le poids du placenta. Donc en blanc, c'est des souris qui sont délétées par H19 au cours de l'embryogenèse, alors que ça c'est des souris wild type, type sauvage. Et donc on voit bien qu'effectivement, H19 a un rôle de répression de la croissance placentaire à partir du moment où justement le placenta s'arrête de croître. Et de nouveau, j'ai un problème de truc, mais on voit ici, effectivement, en fonction de l'âge gestationnel, on a le poids du placenta normal qui s'arrête de croître à partir d'un certain moment, à partir de 14-15 jours, alors que dans la souris où H19 a été délété, le placenta continue de croître, et on voit que les microRNA, en fait, sont produits, là, le 675, sont produits à partir du moment où, justement, la taille du placenta s'arrête de croître. Et d'autre part, l'expression de HUR, qui est cet inhibiteur de la production du micro-ARN, qui est forte au début et qui baisse. Donc, finalement, une dernière chose, ils essayent d'identifier quels peuvent être les gènes cibles pour la régulation, et les micro-ARN sont en général des inhibiteurs de la traduction. Eh bien, ils trouvent que parmi les gènes cibles de MIR 675, il y a un récepteur pour un facteur de croissance, IGF-1R,
Et donc, tout cela va dans le sens, qui est le sens de leur papier, voilà, pardon, il est ici, que H19 agit indirectement par la production, comme réservoir de ces micro-ARN, pour supprimer la croissance, et notamment la croissance placentaire. Mais dans des systèmes de culture de cellules, il montre aussi que ce micro-RNA a un effet d'inhibition de la croissance. Et donc, on voit maintenant que H19 n'est plus simplement un acteur qu'on pensait, bon, il est là, mais on ne sait pas à quoi il sert. En fait, il va toujours dans le même sens de ce qui est exprimé chez la mère, qui régule l'expression du placenta, parce qu'avoir un placenta trop grand, c'est aussi consommer, je dirais, des nutriments qui seraient utiles pour la survie de la mère. Donc, disons, ça colle avec cette stratégie. Alors maintenant, juste un mot. Donc, vous voyez, en tout cas, je trouve que c'est un truc intéressant, parce que ça montre que on a mis 20 ans avant d'avoir, et j'ai discuté avec des gens, il semble que ce qu'a raconté Wolfreich a l'air très, très solide, et que effectivement, ça a l'air d'être vraiment, est-ce que c'est la fonction unique de H19, ou en tout cas, ça a l'air d'être très sérieusement la fonction. Donc on voit que finalement, dans ce cas-là, H19, d'ailleurs, on savait que c'était un ARN cytoplasmique, donc on savait qu'il ne pouvait pas jouer vraiment de rôle dans l'empreinte, puisque l'empreinte, ça se passe dans le noyau. Et donc, finalement, cet ARN non codant, finalement, joue un rôle comme précurseur d'un micro-ARN. Alors, juste cette histoire qui a beaucoup agité depuis 2003, les premières publications, dont d'ailleurs une publication de nouveau du groupe de Christine Jiquel et Yves Lebouc. Mais vous voyez, toute une série de publications 2003, 2004, suggérant que dans les enfants qui sont nés par technique de reproduction assistée, notamment par exemple l'injection ICSI, l'injection de sperme directement dans l'ovocyte, il y aurait plus de patients atteints de syndrome de Beckwith-Wiedemann que ceux qu'on s'attendrait dans la population normale. Et donc, c'est toujours la même chose. C'est quand même, Beckwith-Wiedemann, ce n'est pas très fréquent. Donc, le nombre de cas était relativement peu. Donc, on pose toujours la question, est-ce que il y a un biais statistique, est-ce qu'il y a un biais de publication aussi, parce que celui qui n'aura rien trouvé, celui qui ne trouve pas de différence, il ne va pas publier, il n'y a aucune différence, donc c'est toujours ceux qui trouvent des différences. Mais là, c'est une revue qui est quand même, enfin un article qui est relativement récent et qui porte sur un plus grand nombre de patients et qui, effectivement, vont d'abord dire ici que finalement, dans les patients Beckwith-Wiedemann qui sont issus de ce type de technologie de reproduction assistée, eh bien, on trouve plus de défauts d'épimutations et je crois, bon, ça c'est la manière dont ils font, ça c'est juste pour ceux qui s'intéressent à la manière de tester ça. Si on traite l'ADN avec un composé chimique qui est le bisulfite, ça fait que les cytosines de l'ARN, donc le C de l'ADN, pardon, va se transformer en U, mais si ce C est méthylé, il est protégé, il ne va pas se transformer en U, et donc par séquençage d'un ADN traité au bisulfite, on peut savoir quels étaient les résidus qui étaient méthylés ou pas méthylés dans cet ADN. Et donc, ce qu'ils montrent ici, donc ils ont testé 25 patients
avec un syndrome Beckwith-Wiedemann, ce qu'ils appellent post-ART, c'est-à-dire Assisted Reproductive Technology. Donc 12 après une fécondation in vitro, 13 après ces techniques XI. Et ils trouvent qui, dans 24 sur 25 des cas, ils trouvent une épimutation spécifique à IC2. D'autre part, dans cette série, ils vont aussi regarder est-ce qu'il y a uniquement une anomalie à 11P 15,5, c'est-à-dire au locus Beckwith-Wiedemann, ou est-ce qu'il y a aussi des anomalies à d'autres loci soumis à empreinte, donc des régions méthylées de manière différentielle, et comparer de nouveau les patients Beckwith-Wiedemann post-ART et ceux qui n'ont pas été soumis, qui ne sont pas nés de telles technologies. Et ce qu'ils trouvent, c'est qu'effectivement, on trouve des anomalies de méthylation à ces endroits différentiellement méthylés, donc soumis à empreinte, dans 37% des patients qui proviennent d'une procédure de technologie assistée, contre 6,5% pour les patients non-ART. Et donc, ce qu'il conclut, c'est qu'effectivement, une hypométhylation à plusieurs loci sont plus fréquentes, mais pas exclusives, puisqu'il y a quand même 6% chez les Beckwith-Wiedemann non-ART, mais sont plus fréquents chez les patients BWS, Beckwith-Wiedemann, qui ont subi ce type de choses. Alors, un article de Christine Jiquel sur 167 patients aussi, et qui, elle, alors là, ce n'est pas par rapport à ART, mais qui trouve EFI qu'il y a un certain nombre de ces patients où on trouve à d'autres loci des anomalies, des épimutations à d'autres loci, sans que ça ait l'air d'affecter l'expression clinique. Et alors j'ai dû oublier. En tout cas, attendez. Alors j'ai dû oublier de trouver quelque chose. Oui, alors j'ai dû oublier de faire la dia. C'est simplement quelle est l'importance de l'effet. Puisque là, maintenant, il y a eu une espèce d'étude de méta-analyse, etc., qui suggère qu'effectivement, en tout cas, pour Beckwith-Wiedemann, il y a un vrai effet sur des technologies de reproduction assistée, en augmentant, effectivement, mais que c'est une augmentation, si je ne me trompe pas, ils estimaient que c'était peut-être d'un facteur de 3, entre 3 et 5 fois, ce qui fait que comme quand même Beckwith-Wiedemann, on a vu, c'était quelque chose qui avait une fréquence de 1 sur 15 000, multiplié par 3, on est à 1 sur 5 000, peut-être 1 sur 3 000, ça reste quand même effectivement quelque chose maintenant qui semble statistiquement vérifié, qu'il y a une augmentation, mais qui n'est pas quand même quelque chose de, je dirais, du point de vue statistique, effet statistique absolument dramatique. Et avec la question d'ailleurs, est-ce que c'est la technique de reproduction assistée qui fait que, qui induit des épimutations parce que ça bouleverse l'homéostasie de l'oocyte ou du zygote, ou est-ce que, au moins une proportion, c'est peut-être des gens qui ont des difficultés reproductives parce qu'ils ont, ils ont une tendance à des anomalies de l'empreinte et que ceci baisse la fertilité, et donc ça va être révélé par
les techniques de fécondation assistée. Donc, si vous voulez, puisqu'on retrouve quand même ces anomalies à différents loci chez d'autres personnes, donc c'est un peu la question, est-ce que c'est une cause ou une conséquence mais en tout cas, ce qui semble, parce que ça c'est une chose importante, parce que ça avait beaucoup quand même alerté, je pense, ceux qui faisaient de la reproduction assistée. Est-ce que vraiment on allait avoir une épidémie de maladies d'empreintes? Et d'après ce qui semble de ma lecture quand même superficielle de la littérature, s'il y a des données relativement solides pour Beckwith-Wiedemann, pour les autres, comme Angelman, etc., c'est beaucoup plus... les effets sont beaucoup plus difficiles à documenter. Donc, il y a peut-être effectivement, comme Beckwith-Wiedemann est particulièrement sensible à ces aspects d'épimutation, c'est peut-être là qu'on peut avoir effectivement un effet qui soit le plus important. Alors, pour terminer, alors juste, je vais revenir sur des choses anciennes, parce que de temps en temps, je trouve que c'est intéressant, puisqu'on parle d'empreinte parentale, de revisiter des choses qui ont eu beaucoup de retentissement médiatique. Et je pense que, par exemple, Simon Gillenkrantz rappelle de ce papier de Nature qui a fait beaucoup parler de lui, en tout cas dans nos milieux en 1997, et qui s'intéressait au syndrome de Turner. Alors, syndrome de Turner, beaucoup d'entre vous le savent, c'est donc une anomalie chromosomique où vous avez des filles qui, au lieu d'avoir 46 chromosomes, c'est-à-dire 44 chromosomes et 2 chromosomes X, ont un seul chromosome X, et si vous voulez, c'est l'équivalent d'une monosomie du X, mais alors que pour tous les autres chromosomes, avoir une monosomie, c'est absolument dramatique. Comme il se trouve que chez l'homme, au sens homme masculin, les hommes se sont habitués à vivre avec seulement un seul chromosome X, donc ça peut marcher avec un seul. Et donc les filles qui ont donc ce syndrome 46X0, donc avec un seul chromosome X, ont quand même un phénotype, elles ont une petite taille, des troubles endocrinologiques, et puis un certain nombre d'entre elles ont des difficultés cognitives, des difficultés d'interaction sociale, etc. Et donc le groupe SCUS, qui est un spécialiste de psychiatrie, et Pat Jacobs, qui est une grande cytogénéticienne, se sont intéressés, est-ce que le phénotype des patientes avec une maladie de Turner est différent selon que le X qui reste est d'origine paternelle ou que le X qui reste est d'origine maternelle? Est-ce qu'il y aurait une empreinte parentale différentielle du X, et il y avait des suggestions que ça pourrait être le cas, qui ferait qu'effectivement, il y a certains gènes qui s'expriment sur l'X paternel et d'autres sur l'X maternel, et que ça pourrait faire un problème, en tout cas. Et donc, ils ont étudié 80 femmes avec le syndrome de Turner, dont 55 où l'X était d'origine maternelle, et 25 où il était d'origine paternelle, et ils ont fait toute une série d'épreuves psychologiques, cognitives, etc. Et ils ont conclu que celles qui avaient hérité l'X paternel étaient mieux adaptées socialement, avaient des fonctions exécutives et verbales meilleures, et leurs interactions sociales étaient meilleures. Donc, suggérant qu'il y aurait un gène impliqué dans la cognition sociale, je crois que c'était ce qu'il était, qui pourrait être, en tout cas chez les filles, exprimé spécifiquement à partir du X paternel et pas du X maternel, et que, voilà, on aurait besoin.
Alors, ça a suggéré beaucoup de choses, parce qu'en plus, on peut donner des interprétations un peu sexistes. Il faut quelque chose qui vienne du père pour qu'on soit intelligent, etc. Enfin, bref. Donc, on a beaucoup parlé de ce papier. Simplement, de temps en temps, des papiers dont on parle beaucoup, la question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de répéter? Et il n'y a pas eu énormément de papiers, parce que c'est toujours difficile de dire je veux de l'argent pour pouvoir répéter ce qui a déjà été décrit. C'est en général peu stimulant pour ceux qui décident. Mais enfin, quand même, quelqu'un qui est bien généticien clinicien, Maximilian Munk, qui est aux États-Unis, qui est bien connu, qui a fait une étude un petit peu différente, mais enfin, sur le phénotype des femmes qui ont un syndrome de Turner, ou des filles. Ce qu'il trouve, c'est qu'effectivement, il y a des anomalies. Mais on savait déjà qu'il y avait quand même des anomalies comportementales, cognitives, qui étaient plus fréquentes chez les filles avec un syndrome de Turner. Là, il s'intéresse particulièrement au syndrome d'Attention Deficit Disorder et d'hyperactivité et déficit d'attention. Et il trouve que les filles avec un syndrome de Turner ont beaucoup plus d'ADHD que dans la population normale. Mais il ne trouve aucune différence ni pour l'ADHD, ni pour les scores de QI, entre celles qui ont reçu le X du père et celles qui ont reçu l'X de la mère. Et je dois dire que alors là aussi, c'est 50 filles. Bon, c'est pas rare le syndrome de Turner, mais enfin, c'est pas si fréquent que ça. Et puis, il faut pouvoir recruter, il faut que les gens acceptent de se soumettre à ce type d'études, etc. Donc, c'est pas si évident que ça. Mais je dirais que j'ai pas trouvé grand-chose dans la littérature qui confirme ce fameux gène qui pourtant, j'ai encore regardé, dans notre database OMIM, a même le gène d'interaction sociale sur le X, mais ne citant que cet article de 97 et deux autres articles dont je vais parler, mais sur la souris. Donc voilà. Alors, la même question s'est posée pour le syndrome de Klinefelter, parce que le syndrome de Klinefelter, c'est les hommes qui ont 2 chromosomes X et un Y. Et la question, est-ce que le phénotype dans le syndrome de Klinefelter, s'il y avait de l'empreinte parentale, selon que le X vient du père ou de la mère, etc. Donc là, il y a eu quelques papiers suggérant qu'il pourrait y avoir effectivement une différence, mais quand vous voyez la valeur statistique, c'est P002, et c'est toujours la même chose, on ne sait pas combien de tests différents ils ont fait, etc. C'est une étude de 54 cas, et là aussi, alors là c'est un peu plus complexe, dans cet article de 2010, où ils ont soumis les jeunes patients à Klinefelter avec des tests pour essayer de détecter des traits autistiques, et chez les adultes, des traits plutôt à type schizophrénie, schizotypale. Et alors, eux disent que en fait, les traits autistiques, ça pourrait être plus lié à je ne sais plus si c'est le paternel ou le maternel, et les traits schizotypiques à l'autre. Donc, il y a des suggestions de parent of origin effect dans la psychopathologie du syndrome de Klinefelter, mais qu'il faut explorer plus avant, parce que tout ça, ce n'est pas quand même des données. Là aussi, c'est 33 et 43 du point de vue
du nombre des patients testés. Et quand on sait déjà la variabilité de ces explorations cognitives, bon, je crois que c'est le genre de choses. Donc voilà, ça existe dans la littérature, des suggestions, mais je dirais il n'y a certainement pas de preuves. Alors, on peut se dire, bon, chez l'homme c'est difficile, allons chez la souris. Et chez la souris, c'était en 2005, c'est ça, 2005, 2 papiers dans une revue prestigieuse, dans, je crois, le même numéro, hein, back-to-back, disant, effectivement, il y a, en tout cas chez la souris, un gène, ou plutôt ici, ils disent même, c'est un cluster de 3 gènes qui se ressemblent, XLR3B, 4B, 4C, qui sont soumis à empreinte parce qu'effectivement, ils sont exprimés qu'à partir du X maternel, que dans un modèle, parce que Turner chez la souris, finalement, c'est beaucoup plus fréquent que chez l'homme. Les souris se portent très bien avec un seul chromosome X, les souris femelles. Ils ont fait donc des analyses chez ces souris X0 de la cognition, etc. Et donc, les 2 papiers disent, voilà, on a effectivement trouvé un gène, ou une famille de 3 gènes qui sont soumis à empreinte sur le chromosome X de souris, qu'ils pourraient être impliqués dans des parent of origin effects, des effets d'origine parentale du point de vue cognitif. Très très bien. Et alors, je n'ai plus rien vu sur ces gènes. J'ai regardé encore. Il n'y a quasiment plus aucune publication après ces 2 Nature Genetics. Donc, si c'était, alors, chez l'homme, ça n'est qu'un pseudogène. Donc déjà, on n'a pas l'équivalent de ILEX3B actif. Mais ça, vraiment, je me pose, voilà, c'est des questions. C'est 2 papiers publiés dans des journaux prestigieux, et puis plus rien. Donc, je ne sais pas ce qu'en penser. Et puis, pour ceux peut-être qui avaient assisté il y a 1 an et demi au colloque que j'avais organisé sur les biais de sexe dans les maladies, et il y avait une conférence d'une Française très, très brillante, qui est Catherine Dulac, qui est professeure chairman du département, je crois, de biologie moléculaire à Harvard Medical School, qui avait fait une conférence sur l'empreinte parentale et l'expression dans le cerveau de souris. Et vous avez dit qu'elle avait été très influencée pour faire ces expériences, qui sont des très, très belles expériences, par ce travail de cette école d'embryologie expérimentale anglaise qui est très célèbre, avec Surani, qui est un des papes aussi des études sur l'imprinting. Et je vous ai raconté qu'au début, les premiers éléments suggérant qu'il y avait de l'empreinte parentale, c'était sur la souris, ces expériences qui constituaient à faire des souris soit qui n'avaient que 2 génomes maternels par transplantation de noyau, ou 2 génomes paternels, et de s'apercevoir que dans un cas, c'était le placenta qui était très, très réduit et qui n'arrivait pas à pousser. Dans l'autre, c'était l'embryon. Donc c'était, et là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des cellules souches provenant effectivement d'embryons soit androgénotes, c'est-à-dire où il n'y a que 2 chromosomes paternels, soit gynogénotes, 2 chromosomes maternels. Alors, comme dit, de tels embryons ne peuvent pas arriver à terme, puisque soit il n'y a pas de placenta, soit il y a un déficit de croissance embryonnaire. Mais ce qu'on peut faire en embryologie expérimentale de la souris, c'est prendre quelques cellules de ces embryons, quelques cellules souches de ces embryons, et les placer dans un embryon normal, et voir ensuite quelle va être la contribution des cellules, soit parthénogénétiques, soit gynogénétiques, à la constitution
de différents organes. Et là, ils se sont posés quelle contribution au cerveau. Et là, il y a ce truc qui est très étonnant. Donc, c'est un papier qui n'a pas été publié dans une revue très prestigieuse, probablement parce qu'il était tellement étonnant que les gens se sont demandé est-ce que ça pouvait être vrai. Mais ce qu'ils trouvaient, c'est que les cellules qui avaient 2 génomes maternels contribuaient surtout au cortex et au striatum et à l'hippocampe, mais peu aux structures hypothalamiques, alors que les cellules avec 2 génomes paternels contribuaient substantiellement plus aux structures hypothalamiques et pas le cortex. Alors, traduit par Catherine Dulac, ça veut dire que c'est le génome maternel qui apporte l'intelligence, parce que le cortex et l'hippocampe, c'est ce qu'on a besoin pour l'intelligence. Par contre, l'hypothalamus, c'est les comportements sexuels, hein, etc. Donc, voilà, c'était une conversation j'allais dire, de repas arrosés, mais enfin, je veux dire, c'est intéressant. Et donc, simplement, pour vous engager pour ceux qui n'ont pas fait, c'est des papiers un peu difficiles, mais donc, Catherine Dulac a utilisé des croisements entre 2 souris relativement différentes qui permettaient, une c'est la Mus musculus, la souris de laboratoire traditionnel, l'autre c'est Castaneus, et elles sont suffisamment différentes du point de vue génome qu'on puisse trouver pour chaque gène des différences permettant de dire est-ce que ça c'est l'allèle Castaneus qui est exprimé ou ça c'est l'allèle Mus musculus. Et elle a fait des croisements avec le père Mus musculus, la mère Castaneus, ou le contraire, et regarder dans différentes régions du cerveau, est-ce qu'on exprimait autant le gène maternel ou le gène paternel, et elle a trouvé là qu'il y a plus de 350 gènes où on va trouver dans des régions du cerveau, que ce soit le cortex ou l'hypothalamus, etc., des différences d'expression selon que le gène vient du père ou de la mère. Et comme elle a toujours le contrôle, parce qu'on pourrait se dire, ah oui, c'est le gène de Castaneus qui s'exprime moins, mais comme elle a un croisement où le gène de Castaneus vient du père et un croisement où le gène de Castaneus vient de la mère, c'est vraiment des études qui sont bien contrôlées. Et donc, par rapport à tout ce que je vous ai raconté, où finalement, dans ces 4 heures, je vais parler surtout de 2 loci, hein, le loci, le locus impliqué dans Prader-Willi et Angelman, et aujourd'hui le locus impliqué dans Beckwith-Wiedemann et Silver Russell, et avec ce qu'on dit en général dans les revues, qu'il y a environ 60 gènes qui sont soumis à empreinte parentale dans le génome. Et ce que dit Catherine Dulac dans ce papier, c'est que notamment dans le développement du cerveau, il y a des choses plus subtiles et qu'il y a peut-être beaucoup plus de gènes qui sont soumis, peut-être pas de manière tout ou rien, mais de manière d'expression subtile, à empreinte parentale, et suggérant effectivement que ce type de choses pourrait être impliqué aussi dans ce qu'on peut appeler le dimorphisme sexuel dans les fonctions du cerveau et dans la sensibilité du cerveau à certaines maladies, notamment psychiatriques. Donc c'est juste pour dire, voilà ce que je vous ai raconté sur ces 2 locus dans pas mal de détails. Il y a peut-être plus que ça du point de vue de ces phénomènes d'empreinte, et c'est effectivement, bon, il faut voir quelle sera la suite de ces études de Catherine Dulac, et je crois que j'ai terminé exactement à peu près à l'heure, donc je vous remercie, et s'il y a des questions, pour ceux qui ne sont pas complètement épuisés, je serai heureux d'y répondre.